Impeccable. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du marché de l'art de la bande dessinée et c'est l'occasion pour moi de voir si j'ai toujours la cote. Alors, nous allons commencer les enchères. C'est à moi, position meilleur profil. Nous démarrons à 100 €. 100 €, malade le mec. Allez, comment 100 €, soyons sérieux. Mes débuts, en fait, c'était tout simplement pas un métier. À l'époque, il y avait quelques planches originales sur le marché. Donc à l'époque, si vous voulez, on allait sonner chez les auteurs pour demander une dédicace, pour demander si on pouvait acheter une planche. Et parfois, les auteurs n'avaient pas envie de faire une dédicace et disaient non, j'ai pas envie de dessiner, tenez, prenez plutôt la planche. Donc c'était pas du tout un métier au départ, c'était une passion. Avant, je crois que les originaux n'avaient aucune valeur. On cite évidemment des exemples d'originaux qui sont revenus des rédactions avec des traces de tasses de café. Personne n'accordait de l'importance aux originaux. Assez curieusement, un des premiers qui a donné de l'importance intrinsèque aux originaux, c'est Jacobs. Et par ironie du sort, c'est lui qui a été le plus pillé peut-être. J'en ai donné énormément. Et à un moment donné, c'est vrai que ce sont des libraires plutôt, ou des galéristes en herbe, comme Petit Papier par exemple, quand ils ont commencé, quand ils avaient encore une boutique, etc., qui sont venus me voir en disant voilà, nous, ça nous intéresserait de t'acheter des originaux de tel album. Voilà. Il y en a même qui m'ont proposé d'acheter tout un album. Ça, j'ai refusé. J'avais pas envie de vendre 46 planches d'un seul coup. Je dois dire que j'ai quelques regrets, par exemple, avec Histoire sans héros. Maintenant, une planche de Histoire sans héros, ça vaut dans les 5-6 000, voire plus, suivant la planche. Or, j'ai donné à peu près la moitié de l'album, à différentes personnes, etc., qui me le demandaient, mais c'était une autre époque. Et là, je le regrette quand même un petit peu. Surtout que des planches qu'on a offertes, on les retrouve sur le marché. Après, je me suis évidemment calmé, et là, je travaille essentiellement avec Daniel Maguen, donc à Paris, et on a déjà fait 3 ou 4 expositions ventes qui ont très bien fonctionné, mais sur une dizaine d'années, même peut-être 12 ou 13 ans. Si j'ai un souvenir de la première planche vendue, c'était pas une planche vendue, c'était une planche échangée. Un fan qui voulait absolument avoir un original du Marsupilami, je lui ai dit, comme je termine de vous lire, je ne vendais pas. Et il a eu vent de ma passion pour le dessinateur Alexis. Et il s'est débrouillé pour avoir 2 originaux d'Alexis. Et il m'a recontacté, il dit vous ne vendez toujours pas? J'ai dit non. Ça remonte, il y a 25 ans, mais oui, c'est quelque chose comme ça. Il dit j'ai appris que vous aimiez Alexis. J'ai dit oui, j'ai 2 planches pour vous si vous me donnez une page du Marsu. J'ai craqué, évidemment. On a rencontré tous les grands auteurs qui étaient encore vivants. C'était trop tard pour Hergé et Franquin, mais on a rencontré tous les, Möbius, Tardy, Greg, dans des registres tout à fait différents. C'était extraordinairement difficile de trouver les coordonnées des auteurs. Donc on appelle Greg, je dis voilà, on est collectionneur, on aimerait mettre au mur une planche d'Achille Talon, parce que quand même, c'est quand même mieux qu'elle vive, au téléphone, bon. Je lui avais expliqué ce que je voulais, c'était un monsieur quand même déjà d'un certain âge. On arrive chez lui, et il nous reçoit dans son appartement à Neuilly, et il dit, asseyez-vous, expliquez-moi votre cas. Donc je me dis, oula, il n'a pas bien compris, donc je recommence, et puis il me regarde, il se retourne vers sa femme et il dit « Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie ?» Elle fait « Non, je pense pas, c'est pas une bonne idée. » Il se retourne vers nous et il dit « C'est d'accord. » La première accélération a eu lieu avec l'apparition des ventes aux enchères, où c'est devenu public en fait. Et puis les prix n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'au début c'était juste un magasin de seconde main avec quelques planches accrochées derrière le comptoir. Le stade suivant, ça a été le boom des originaux, avec des prix de fou pour Hergé, pour Franquin, pour Uderzo et enfin tous ces gens-là. Et tout le marché, si vous voulez, de l'original a suivi.
Et maintenant, franchement, ça devient, je dirais presque une source de revenus presque équivalente à ce que peut rapporter des droits d'auteur. Tout ça dépend évidemment des droits d'auteur et des ventes des albums. Tu as eu des investisseurs qui ont été conseillés par des galeries et qui également achètent alors les grands noms. C'est-à-dire c'est Hergé, c'est Uderzo, c'est Jacobs, c'est Bilal, c'est Möbius. C'est des gens qui collectionnent vraiment ce qu'ils espèrent va rester et représentent le top au niveau des auteurs. C'est également chez ces collectionneurs que tu vas retrouver tous ceux, et c'est la même chose en art, qui achètent de l'art ou de la bande dessinée par reconnaissance sociale, c'est-à-dire de pouvoir montrer dans leur intérieur une planche d'Hergé, une planche d'Uderzo, ce que les historiques ont eu aussi, mais ils l'ont fait par amour de l'auteur. Cette notion de rapport affectif se dilue actuellement dans la masse des collectionneurs. Le rapport affectif était surtout plus présent au départ. Et dans les collectionneurs, évidemment, tu as tous les types de budgets, de la personne qui peuvent se faire encore plaisir avec du classique à quelques centaines d'euros, des budgets moyens dont je suis, on va dire, jusqu'à quelques milliers d'euros, et puis alors tu as les collectionneurs plus larges ou illimités qui peuvent collectionner de tout. Lot 355, Tintin et Milou, beautiful piece for 20,000, 21, 22, 23, any more than 23, 24, 25, 26. 29 000 au téléphone. 30,000, 30 000. Il a fallu se professionnaliser, puisque dans un marché pareil, à un moment donné, il faut des beaux encadrements, il faut une attachée de presse, il faut un beau local, c'est pour ça qu'on a migré au Sablon. Il faut en fait s'approcher de l'idée du galeriste en art contemporain, en art en général. Et donc ça, c'était absolument pas le cas au début. C'était des collectionneurs amateurs. Vous achetiez une planche pour 5 000 francs belges. Donc on avait des amis, des collectionneurs qui étaient chauffeurs de bus, qui étaient taximens, qui étaient... Voilà, n'importe qui pouvait s'acheter une planche, c'est ça que je veux dire, et assouvir sa collectionnite par rapport à sa passion. Aujourd'hui, la même planche de Gaston, par exemple, qui valait à l'époque, celle-là, elle valait quand même déjà 30 000 francs belges, mais c'était possible. Ça représentait moins qu'un salaire. Et cette même planche, aujourd'hui, elle vaut entre 80 et 100 000 euros. Donc, effectivement, le public a complètement changé. Et il y a une notion d'investissement qui intervient aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque, puisqu'on se faisait plaisir. Par contre, quand on achète une planche de Gaston à 80 100 000 ou du Hergé à plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà, il y a cette notion qui intervient. Alors malheureusement, heureusement, ça c'est le débat. 85 000, que dit-on? 100,000. 100 000 nous sommes. 100 000. Je serais plutôt un amateur lié au passé, donc à la jeunesse que j'ai eu, de grands lecteurs dans les années 60, 70, même si maintenant je suis quand même ouvert aux planches contemporaines et à mes lectures actuelles et que j'achète, alors ce sera en général en direct chez les auteurs. Je collectionne des planches originales, mais la plus grande partie de la collection vient d'il y a 15 ans, 20 ans. J'aime toujours, mais les prix ont flambé et je trouve qu'ils sont un peu trop hauts, quoi. Je me rappelle un moment où on est allé encore dans les boutiques, on a trouvé des originaux dans les tiroirs qu'on pouvait acheter à des prix assez raisonnables. Il y a des pièces qui sont très intéressantes. Et en plus, j'aimerais bien savoir un peu quels sont les prix pour savoir ce que les pièces que j'ai valent. Si un ouvrage est un succès de librairie, en général, les planches ont déjà une valeur assez importante au départ. Et si en plus l'artiste, l'auteur, le dessinateur, donc, gère sa carrière et ne s'arrête pas à 1 ou à 2 albums, mais fait une carrière, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un classique. Donc on peut parler des classiques franco-belges. Et puis il y a eu la fameuse vague Métal Hurlant, suivie d'À Suivre, donc Scheuten dans À Suivre, Philippe Druillet et Möbius dans Métal Hurlant. Et donc la cote vient et du succès de librairie et d'un style particulier à l'auteur, si vous voulez. Vous prenez la bande dessinée en général, pour moi vous avez 2 maîtres, un belge, Hergé, et un français, Uderzo. Donc vous avez 2 maîtres absolus qui surplombent cet art. Hergé a fait 24 albums. Il y a 24 couvertures que tout le monde connaît, qui sont dans l'imaginaire populaire. On a vendu à la Brafa une couverture à 3 millions il y a 3 ans.
Alors c'est vrai qu'il y avait plein de visiteurs qui disaient « enfin, pour de la bande dessinée, c'est un prix de fou, etc. » Donc moi je ne suis pas d'accord. Vous prenez un art, vous acceptez que quelque chose est un art. Alors il y en a qui disent encore que la bande dessinée ne l'est pas. Hein. Comme pour la photographie. À l'époque on disait « enfin, reproduire à 8 exemplaires la même photographie, c'est le même trajet en fait. » À partir du moment où on dit que la bande dessinée est un art, vous avez avec Hergé un maître de cet art, et avec une couverture d'Hergé, un chef-d'œuvre de l'œuvre de Hergé. Donc moi je suis désolé, ça n'a pas de prix en fait. Beaucoup de journalistes critiquent la façon de faire de Nick Rodwell. Moi je trouve que c'est le seul qui a réussi à faire en sorte que l'œuvre d'Hergé ait une image classieuse et qu'elle reste au-dessus du reste aussi. Pour moi, l'intelligence de la fondation Hergé a été de dire, ok, on fait une fondation, à partir d'aujourd'hui, on fait un inventaire clair de ce qui est dans la fondation, et le reste, c'est sur le marché. Finalement, ça contribue à faire la cote et à faire bouger un peu les œuvres, parce qu'un marché qui ne bouge pas, il est mort. 20,000, 1 000? What? 21. 21 000. Ajay. Quand vous avez entre les mains une pièce exceptionnelle, une très belle pièce, mettre un prix bas au début, donc mettre une estimation basse avec un prix de réserve bas, le déposant prend un risque. Elle peut partir au prix bas. Mais mes 6 ans d'expérience là en vente aux enchères m'apprennent que quand la pièce est belle et quand vous démarrez à un prix très bas, elle fait toujours beaucoup plus que si vous démarrez au juste prix. Parce que les gens, c'est de la psychologie, une vente aux enchères. Vous avez envie de la voir, l'autre est à côté de vous, vous avez envie de la voir, la pièce, vous avez envie de la posséder en fait. En vente aux enchères, vous avez le prix d'adjudication, le prix marteau, et à ça rajoute les frais, donc 20% plus TVA. En galerie, par contre, on travaille en général entre 40 et 50% du prix de vente, quoi, avec tous les frais que ça représente. 115,000. No more with us? 115,000? 120 000. 125. 125 000. Here closing? Okay. It's for you. 125. J'ai commencé à être collectionneur il y a une dizaine d'années, en commençant par l'américain, où il était plus facile d'entrer, vu les prix d'entrée. C'est facile de trouver une planche de Batman, de Spider-Man, de Superman à 300-400 $ sur eBay. En tout cas, ça l'était à l'époque. Le franco-belge, je voyais, tiens, la porte d'entrée, c'est 1 000 €. Donc c'était pas évident quand on avait un salaire tout à fait classique et qu'une planche de BD représente 2 mois de loyer. Ensuite, je suis devenu galeriste en rencontrant des artistes qui n'avaient pas envie de travailler en gros, qui n'avaient pas envie de mettre un album entier en dépôt, de vendre 25 planches. Donc j'ai commencé avec des artistes comme Isabelle Detemps et Mazan, qui m'ont mis juste quelques planches en dépôt. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai développé cette activité, donc qui s'appelle Comic Art Factory. C'est une galerie virtuelle. J'ai pour l'instant sous-loué des espaces pour faire des expositions, mais c'est principalement un travail lors des festivals, en tête-à-tête avec des clients et via mon site internet. Une de mes spécificités, c'est de travailler avec des artistes émergents. J'ai des collègues galeristes qui ne peuvent pas se permettre de mettre en exposition des artistes à 400 € la planche, parce qu'ils doivent rentabiliser leurs frais, leur personnel. Donc je travaille seul, donc j'ai une structure extrêmement flexible qui me permet justement de travailler au coup de cœur et à la passion. Là par exemple, je vais commencer à travailler avec une artiste, c'est un premier album, elle s'appelle Nice Skin, la BD s'appelle Ramona et on va vendre les planches entre 200 et 400 €. Cette flexibilité-là, Internet me le permet. Mais c'est pas juste mettre les planches sur Internet. Depuis peu, je fais réaliser des vidéos de présentation pour montrer le travail des artistes, vraiment leurs originaux, et c'est également un travail de rencontre, où là je vais plutôt à la rencontre des collectionneurs. Certains me contactent, d'autres je les contacte, donc c'est vraiment un travail presque de colporteur, et pour moi j'y vois beaucoup de transmission. J'ai une bande dessinée qui me plaît, j'ai un trait qui me plaît, je contacte l'auteur, on parle de son envie ou pas de vendre des planches, du nombre d'œuvres dont il a envie de se séparer, on discute prix également, parce qu'il faut un prix où moi je me sens à l'aise de le proposer sur le marché, où je pense que j'ai une chance à ce prix d'en vendre un nombre satisfaisant tant pour l'auteur que pour moi. Ensuite il y a une rencontre humaine qui se fait, vu qu'on va passer une après-midi, une journée, 2 journées ensemble, on choisit des planches, on discute des prix, on discute du travail, et ensuite moi je propose ces planches à mes clients. Il y a 4 000, 5 000 parutions tous les ans. Ça fait 25 000 planches qui sont produites chaque année. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur palette graphique. Donc je pense qu'il ne suffit pas de dire... vous imaginez ça comme un Éden où chacun fait son album et vend ses planches? Pas du tout. Comme on disait au début, l'auteur qui a un succès de librairie peut imaginer vendre ses planches.
Mais des vrais succès de librairie aujourd'hui, quand vous parlez avec mes collègues libraires, ils diront la pile, elle est là une semaine et la semaine d'après, elle est remplacée par une autre. La surproduction des bandes dessinées fait aussi que les collectionneurs n'ont pas accès à ce premier contact qui est la lecture de la bande dessinée, qui ensuite peut déclencher un attrait pour le dessinateur ou pour son œuvre. Donc j'ai souvent, pour des auteurs en découverte, j'achète entre 5, 10 et 15 exemplaires et je les donne lors des rendez-vous où je les envoie. Ce côté transmission est indispensable. On ne peut pas attendre des collectionneurs qu'ils aient tout lu, tout vu et qu'ils jugent l'œuvre instantanément sur ses qualités intrinsèques. La concurrence, elle est plutôt dans le budget des collectionneurs. C'est-à-dire que maintenant, comme les prix montent sur des artistes reconnus, que ce soit du Uderzo, du Vance, du Franquin, la plupart des collectionneurs, très vite, quand ils entrent dans le marché de la collection, veulent une grosse référence. Mais quand on a un budget normal et qu'on achète une œuvre à 10 000, 12 000, 15 000 euros, souvent, pendant cette année-là ou pendant 1 an et demi, on ne va pas acheter autre chose. Donc il est plus facile pour certains collectionneurs de débloquer un budget de 10 000 euros sur la durée parce que pour eux ils achètent une référence que de débloquer 500 euros pour un artiste dont ils ont aimé 1 ou 2 albums et dont ils ne connaissent pas le futur. Mon profil d'auteur fait que je suis quelqu'un qui produit assez lentement, qui produit des gros albums, donc j'ai des temps de production qui sont longs. Et à l'heure d'aujourd'hui, les avances des éditeurs ne me permettent pas d'avoir un revenu qui me permette de travailler tout au long du projet, uniquement sur le projet. La valeur future du travail, on y pense évidemment, mais c'est un coup de poker. Je ne pense pas qu'on fasse de la BD pour devenir un jour célèbre, on l'a fait avant tout parce qu'on aime ça. On espère par contre, pour pouvoir en vivre sereinement et faire sereinement ses œuvres, espérer qu'un jour on ait une notoriété qui nous mette à l'abri du besoin pour pouvoir sereinement faire des œuvres. Ces questions-là, elles se posent malheureusement. C'est fait de façon à essayer d'avoir une stratégie de carrière pour permettre à sa carrière d'exister demain. Puis les contrats pourris que les éditeurs proposent aujourd'hui aux jeunes auteurs, on termine leur album, puis ils sont payés en avance sur le mois, puis ils vont vendre leur planche pour pouvoir manger, tout simplement. Le problème, c'est que certains auteurs en ont tellement besoin qu'ils vendent la totalité d'un album, par exemple, 46 planches ou 60 pages d'un seul coup. À ce moment-là, bien évidemment, ça fait chuter la cote. Ce qui fait le prix d'un original, c'est la rareté aussi. La qualité, la notoriété, etc. Mais la rareté. Il m'est arrivé de dire à certains auteurs, mais enfin, arrête, tu vends tes originaux de 200 € la planche, etc. Garde-les, quoi. En plus, ce sont de belles planches. Attends d'avoir un peu de notoriété, etc. Enfin, si, je ne sais pas, débrouille-toi autrement, mais ne vends pas des planches à 200 €. C'est vraiment ridicule. Maintenant, je peux comprendre s'il a besoin de cet argent, s'il n'a pas de droit d'auteur. Vous savez, sur les 5000 auteurs franco-belges, il y en a peut-être 10-15% qui ont des droits d'auteur. Un auteur, au début, c'est surtout quelqu'un qui met de sa poche, en fait. C'est parce que personne ne nous fait vivre. Donc nous, on se fait vivre nous-mêmes, on se débrouille. Et ce qu'on espère, c'est que ça ne durera pas tout le temps, parce qu'on est obligé de faire des concessions, parce que c'est très très dur de trouver les éditeurs qui croient en nos projets quand on prend des risques, quand on n'a pas des projets qui sont calibrés. Et si on veut un jour des projets qui renouvellent, qui reposent les bonnes questions sur le média, et ben, c'est la liberté. Et la liberté, si les éditeurs ne la donnent pas financièrement, et ben, ça va être autrement. Donc c'est autrement, c'est l'auto-édition, c'est la vente des originaux, c'est des travails annexes. Une des choses très intéressantes dans la bande dessinée, ça reste la transmission et le plaisir. On parle énormément d'investissement, on parle de prix réalisés, la presse 100 balles sur Hergé et d'autres choses. Avant tout, il y a un plaisir de lecture qu'on a tous connu quand on était enfant, qui nous a parfois aidé à passer des moments de solitude, des moments difficiles. Il y a une joie et une sérénité et un enthousiasme à lire de la bande dessinée. Et on retrouve ça, pour moi c'est en surmultiplié, quand on a la chance et le plaisir soit d'admirer des œuvres lors d'expos ou dans des musées, soit de pouvoir se procurer une œuvre de bande dessinée. Et moi je sais que quand j'ouvre un portfolio, quand je regarde certaines œuvres au mur, j'ai un sourire, je revois des détails, je suis attiré par une tendresse, une candeur, une énergie, un souvenir. Voilà, il y a à la fois pour moi l'importance de la Madeleine et le fait de découvrir un artiste et de se dire tiens, j'ai envie de le partager avec d'autres personnes et que son travail, je ne parle pas de talent, je parle de travail, que son travail soit reconnu et apprécié. Alors, toujours personne pour 50 €, pas d'amateur disons 40 €. Je comprends pas, je m'étais fait une houppette comme Tintin, et puis j'étais prêt à exploser les ventes, moi. Je sais pas ce qui se passe. Ah, je vois qu'on a un petit problème avec notre dessin, c'est devenu un petit peu abstrait. Un amateur, oui, 100 €. 200.
500, 1000, 10 000, magnifique.